quand on va passer à la pratique. Et ensuite, je vais dire que avant d'attaquer la partie d'aujourd'hui, je vais devoir faire un récapitulatif pour ne pas dire une synthèse, une brève synthèse du cours d'hier. Comme ça va essayer un peu de repositionner les choses en place. D'accord? Oui, professeur. Est-ce que Madame Nadège ou Monsieur Josué, entre les deux, qui coordonne le cours d'aujourd'hui? Entre Bon, Monsieur je Josué et suis Pardon? Josué, c'est moi. Ah, d'accord. Donc, c'est vous qui allez surveiller l'heure et puis c'est à vous que je pourrai passer les messages en cas de difficulté, hein? D'accord. Bon. Ceci dit, je vais faire un récapitulatif du cours d'hier parce que c'était le premier jour, je pense, oui, avant d'attaquer le contenu de la journée d'aujourd'hui. Vous avez bien vu que j'ai songé vous distribuer le cours commun avec les Master 2 parce que je poursuis les mêmes objectifs. Et puis, pour les Master 2, je pourrais ajouter un cours supplémentaire. Mais en attendant, je pars de l'idée qu'il faut vous donner plus ou moins le même contenu parce que dans tous les cas, vous serez confrontés aux mêmes exercices de travail en ce qui concerne l'épidémiologie. Donc, pour récapituler en, en moins de 10 minutes le cours d'hier, nous avons noté que à la fin de ce cours, on serait normalement capable d'adopter la posture d'un épidémiologiste. Donc, on va pouvoir faire de manière autonome l'analyse des données parce que vous avez fait R. Donc, ici, on va voir les variables, comment les manipuler et les agencer afin que dans l'analyse, nous obtenions des résultats qui ont un sens dans le domaine de l'épidémiologie ou de l'éco-épidémiologie afin de pouvoir apporter des conclusions pertinentes. Donc, j'avais introduit le cours en parlant du protocole d'étude qui, selon le cours d'hier, était un élément fondamental avant de passer à la phase de terrain ou à la phase opérationnelle de toute étude. Il était donc, dit que le protocole était un document bien élaboré, dans lequel on décrit toutes les phases d'une étude et que ce document était incontournable. Pour ne pas dire ce que sans le protocole, toute descente sur le terrain est une aventure qui se soldera par un échec non surprenant. Donc, pour l'architecte, le protocole, c'est le plan de construction d'une maison pour l'architecte. Donc, avant de construire une maison, l'architecte se rassure de disposer de tous les éléments à mettre à la disposition des ouvriers ou des statisticiens ou des biostatisticiens pour pouvoir, et des enquêteurs et l'ensemble des parties prenantes, afin que l'étude se réalise sans entorse. Et nous avons
effleurer quelques études épidémiologiques que nous allons revoir tout à l'heure, parce que là, on va passer maintenant à l'observation des formules. Des formules que cela ne vous intimide pas, parce que nous sommes pas, ici, nous n'allons peut-être pas les retenir, parce qu'en épidémiologie, on dispose toujours d'un tableau de bord. C'est comme en logiciel R, vous avez des programmations. En épidémiologie aussi, on dispose généralement d'un tableau de bord pour ne pas s'égarer. Donc, la notion de protocole est fondamentale. Nous allons noter que les structures du protocole ou encore les 20 parties du protocole telles que listées dans notre cours doivent être ordonnées dans la macrostructure MRAD. Donc, introduction, méthode, résultats et discussion. Donc, tout le protocole, toutes ces étapes du protocole doivent être logées chacune dans un pan de la structure, ou de l'architecture de l'IMRAD. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, nous avons donc... est-ce que je me fais entendre jusque-là sans problème? Sans problème, professeur. On vous capte 5 sur 5. Merci. Donc, nous avons fait aussi un petit développement des concepts, du contenu des concepts justification, objectif et hypothèse. Nous avons dit que ces étapes sont fondamentales pour l'élaboration d'un protocole, pour la pertinence d'un protocole et aussi pour la pertinence et la validité d'une étude conséquente. Donc, on a parlé des verbes qu'il fallait prendre au sérieux et non pas recourir à des verbes vagues qui peuvent dire tout et rien. Ensuite, nous avons mis un peu le pied dans l'épidémiologie en disant que c'était une... Pardon? Il faut penser. Là, hier, on était arrêté, on devait commencer à une partie... La justification, objectif et hypothèse. Oui. On s'est arrêté ici hier, hein? Oui. On devait commencer ici. Autant pour moi, parce qu'il y a eu un chassé-croisé avec plusieurs niveaux que je fais, donc désolé. Donc hier, on s'est arrêté ici. Hein? Donc ça veut dire que je peux reprendre cette partie avant d'attaquer la suite. Donc je vais faire un récapitulatif de cette partie. Voilà. Donc ici, il est question de pouvoir de prendre au sérieux la manière d'aborder son travail. Le travail commence par un contexte et justification. Ici, j'avais dit qu'en épidémiologie, comme dans la plupart des sciences quantitatives, la justification montre d'abord, avant de montrer l'intérêt de l'étude, c'est-à-dire pourquoi on fait cette étude, ce pourquoi se détaille, se désagrège en présentation des chiffres qui vont montrer l'ampleur de la situation. Ceci dit, toute justification bien élaborée doit montrer que, doit présenter l'épidémiologie descriptive du problème. Par exemple, si on parle des cancers ou du cancer, parce que le mot cancer, voilà, c'est un mot valise qui parle de toutes les autres formes de cancer. Donc, quand on parle du cancer, alors là, on va parler de la prévalence du cancer dans le monde. On va du général au local. Je disais que au docteur il y a quelqu'un qui parle. Est-ce que c'est une question?
Non, ce n'est pas une question. Elle demandait si c'est à un collègue, si c'est d'éteindre les micros. D'accord, merci de la précision. Le fait de ne pas être dans une salle a souvent ce genre d'aléas. Donc, quand on parle, par exemple, du cancer, bien évidemment, on parle de l'épidémiologie, de son épidémiologie descriptive. Après, on parle de son épidémiologie analytique, c'est-à-dire révéler ou évoquer un certain nombre de facteurs de risque. Parce qu'on sait que le cancer n'a pas de cause, il n'y a pas une cause pour le cancer, mais il y a des facteurs de risque de cancer. Voilà, donc on parle des facteurs de risque. À chaque fois qu'on utilise ces concepts, on voit directement les associations donc, de l'épidémiologie analytique ou encore de l'épidémiologie étiologique, qui veut dire bien évidemment la même chose. Analytique égale étiologique. Ensuite, une fois que la justification est bien posée, donc le problème est bien posé, il faut, après le but, qui sera la dernière phrase de la justification, on passe aux objectifs. Les objectifs, nous avons dit qu'il y en a deux grands titres, deux grandes phases d'objectifs. L'objectif général, qui est directement lié au titre de l'étude, et les objectifs spécifiques, qui sont les dérivés ou la désagrégation de l'objectif général. Autrement dit, la somme des objectifs spécifiques aboutit à une résultante qui est l'objectif général. Ensuite, nous avons conseillé que l'utilisation des verbes soit, voilà, retienne notre attention. Ici, il est question de ne pas utiliser les verbes vagues, mais d'aller droit au but, de recourir à la précision. C'est pour cela que nous avons proposé un certain nombre de verbes qui sont courants, tels que déterminer. Quand on détermine une prévalence, on sait de quoi il est question. Donc, on détermine la prévalence. Bon, voilà. Quand on décrit, c'est simple, on sait qu'on décrit une population. Donc, on ressort les caractéristiques, bien évidemment, de la population à étudier. Quand on calcule, on sait de quoi il est question, ou quand on compare, ou quand on établit une relation. Enfin, en ce qui concerne les hypothèses, nous avons noté que l'hypothèse était une phrase affirmative et non une question. Je peux peut-être nuancer ici pour dire que, étant donné qu'il y a plusieurs écoles, généralement, il est observé des différences dans la structure des recherches à ce niveau-là. Souvent, dans d'autres écoles, on ne parle pas d'hypothèse, on fait directement justification, objectif général, objectif spécifique, et puis matériel et méthode, ou patient matériel et méthode, ou encore méthodologie. Voilà. Mais dans le cadre de notre cours, nous utiliserons des hypothèses et nous disons que l'hypothèse est une phrase affirmative qui doit être en interdépendance avec les objectifs spécifiques qui nécessiteront d'être vérifiés. Et nous avons dit que dans les études transversales, descriptives, on ne pouvait pas mettre dans le protocole de ces études des hypothèses parce que ce sont des études qui ne permettent pas de les vérifier. Ce sont des études simplement descriptives.
Et puis, nous avons essayé de parler nous avons parlé aussi du critère de jugement que nous avons défini comme le critère d'évaluation des résultats d'une étude. Donc, des critères qui permettent d'évaluer si les résultats d'études ont été atteints. On verra dans la pratique. Enfin, on peut maintenant commencer notre cours si vous pensez que vous n'avez pas de questions par rapport à ce qui précède. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Autrement, on peut démarrer le cours d'aujourd'hui. Oui, professeur, on peut démarrer. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Pour démarrer notre cours, nous allons donc faire un petit recours au concept d'épidémiologie et voir la quintessence de ce concept, de ce mot, de ce gros mot qui a dans son sein beaucoup de contenu. Nous pensons, quand on recourt à la définition proposée par Génisec, que selon lui, l'épidémiologie est cette science qui étudie la répartition des problèmes de santé, de leurs déterminants ou facteurs dans les populations humaines et de la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces dans le but de mettre en œuvre des mesures de prévention. Dans la définition, nous voyons déjà les types d'épidémiologie qui existent. À partir du mot distribution, nous voyons l'épidémiologie descriptive. Donc là, on décrit comment un problème de santé ou une maladie se répartit au niveau des populations humaines, au niveau des lieux, des environnements, des résidences, des quartiers. Là, nous sommes dans l'épidémiologie descriptive. Et quand on parle de déterminants, on voit qu'en rapport au problème de santé, parler de déterminants fait directement allusion aux facteurs, donc à des études analytiques ou étiologiques. Donc, de l'épidémiologie étiologique. Et parler des méthodes d'intervention, alors là, nous avons l'épidémiologie interventionnelle ou expérimentale. Et quand on vient à la prévention des problèmes, là, dans la prévention, c'est peut-être pas, c'est pas un type d'épidémiologie, mais dans les méthodes d'intervention, là, on peut voir autant l'épidémiologie interventionnelle que l'épidémiologie analytique. Parce que nous avons le groupe des mots les plus efficaces. Pour avoir des méthodes les plus efficaces, il faut les évaluer. Alors, dans la prévention, nous voyons ici que nous en avons 3 types de prévention. La prévention primaire qui agit sur les facteurs de risque afin qu'il n'y ait pas initiation du processus pathologique. Donc, il faut agir en amont. Après, on met en place une prévention secondaire pour éviter que la prévalence ne soit pas haute, et la prévention secondaire pour éviter l'aggravation des problèmes de santé. Donc ça, c'est un cheminement qui permet de mettre en évidence des mesures de prévention qui vont court-circuiter le processus de développement de la maladie au sein d'une population. Parce que l'épidémiologie parle des populations. À la différence de la médecine clinique,
la santé publique s'intéresse au groupe de population. Nous arrivons ici, après avoir défini l'épidémiologie qui met en lumière les 4 formes d'études épidémiologiques, nous venons encore de manière circulaire et insister que la posture d'un épidémiologiste, c'est d'intégrer que l'épidémiologie est un cycle où la première phase, pour travailler, commence toujours par la description. On décrit toujours le problème. Et vous pouvez reprendre la prévention secondaire et tertiaire. Ici, n'est-ce pas? Alors, donc, je disais que avant qu'un processus pathologique débute, la première forme de prévention est la prévention primaire. Elle consiste à agir sur les facteurs de risque. Je prends un exemple. Nous avons publié un article sur le cancer ici à Brazzaville. C'était une étude, une revue littéraire. Nous avons mis en évidence des facteurs de risque pour montrer que, en agissant sur un certain nombre de facteurs de risque, on réduirait à 90% les cancers qui peuvent survenir à l'homme. Voilà. Donc, les cancers, une fois que les facteurs sont identifiés, les mesures préventives permettront, avec évidence et efficacité, d'éviter qu'il y ait initiation d'un processus de maladie. Donc là, nous avons la prévention primaire. Mais, donc la prévention primaire agit sur un indicateur que nous allons voir, qu'on appelle l'incidence. Donc, on évite les nouveaux cas. Une fois que une personne ou une population d'individus est touchée par un problème pathologique, tout en ne sachant pas pour certains qui sont malades, alors on agit, on met en place de la prévention secondaire. On met en place de la prévention secondaire. En santé publique, souvent on fait des dépistages précoces pour qu'on sache l'état de la situation concernant un problème de santé donné. Donc là, on met en place, on encourage des gens, par exemple, à faire des tests, des dépistages de cancer du côlon ou de cancer de col de l'utérus ou de sein pour qu'ils sachent leur situation. Parce que là, voilà. Ensuite, à l'issue de ces tests, on va connaître les gens qui sont malades dans la population. Donc, on connaît donc la prévalence. Maintenant, pour éviter le cycle qui va jusqu'à une expression morbide de la maladie, qui peut se compliquer au décès, on met en place de la prévention tertiaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, professeur, merci. Bon. Professeur, merci, vous avez répondu. Merci. Alors, pour la suite, nous parlerons du cycle de l'épidémiologie. Nous avons dit que c'est un cycle qui présente l'épidémiologie sous ces 4 formes. Donc, les mêmes formes que nous avons décrites plus haut, nous avons, à travers ce cycle, nous avons dit qu'un épidémiologiste, dans son savoir-être et son savoir-faire, il doit se dire que la première phase d'une étude, de toute étude, c'est de décrire l'état de santé de la population.
Mais quand on parle de décrire, comme vous avez vu, alors, il faut s'intéresser à la population qu'il faut décrire. Donc, décrire ici, c'est un gros mot qui signifie décrire non seulement l'état de santé de la population, mais aussi décrire la population elle-même, connaître la population elle-même. Donc, la première phase est la phase d'épidémiologie descriptive. Ensuite, une fois qu'on fait la description, une fois qu'on connaît la population, qu'on connaît la maladie définie, on entame la deuxième phase qui est l'épidémiologie analytique. Comme le dit la définition d'épidémiologie, on s'attaque aux déterminants. Après les déterminants, on passe à l'épidémiologie interventionnelle avant de toucher à l'épidémiologie évaluative. Donc, ici, pour la première forme d'épidémiologie, qui est l'épidémiologie descriptive, poursuit un objectif qui est de pouvoir mettre en évidence l'importance d'un problème de santé dans une population donnée. Et les résultats obtenus se discutent suivant un modèle qui dit qu'il y a plus d'hypertendus dans la population âgée que chez les jeunes, par exemple. Donc, dans la discussion ou dans les commentaires, les comparaisons sont descriptives. Après cette phase que vous verrez dans la plupart des articles scientifiques, on commence toujours par la présentation descriptive des résultats. Donc, c'est la même chose. Comme tout article, les premiers résultats sont toujours descriptifs avant de donner les résultats analytiques. Ensuite, on passe à l'épidémiologie analytique qui se propose d'étudier les relations supposées ou évidentes entre les facteurs de risque et le problème étudié. Ensuite, l'épidémiologie évaluative. Ici, j'ai commis une erreur, je n'ai pas mis D apostrophe. Je vois ici épidémiologie évaluation, je voulais dire épidémiologie d'évaluation. Donc, pour l'épidémiologie d'évaluation, on fait le focus sur l'action. On cherche l'action la plus efficace pour que les interventions répondent aux critères coût et efficacité. Efficace ou efficient. Au moindre coût, mais très efficace. Donc, l'épidémiologie s'intéresse à cela aussi. Aujourd'hui, je voudrais, avec vous, commencer à mettre les pieds dans les différents types d'épidémiologie. Ça veut dire que cette partie théorico-théorique, vous pouvez regarder chez vous, et puis si vous avez des questions, vous me les poserez. Parce que même ce tableau, en vous regardant les questions, les objectifs et les types d'études, on constate que c'est un cours, c'est des parties qui sont circulaires, c'est-à-dire qu'on revient sur les mêmes choses. Donc, enfin, vous avez vu que lorsque nous parlons d'épidémiologie descriptive, étiologique ou évaluative, dans la première étude, pour le premier type d'étude, nous parlons du nombre de malades ou du nombre de nouveaux cas qui veulent respectivement dire étude de prévalence ou étude d'incidence. Quand on parle d'incidence, on voit les nouveaux cas. Mais quand on parle de prévalence, on voit tous les cas, c'est-à-dire nouveaux et anciens cas. Là, nous sommes dans l'étude épidémiologique descriptive. Maintenant, les études analytiques, ici, nous voyons
des études qui sont directement à l'origine de la maladie. Là, on voit les facteurs de risque et les études qui montrent l'évolution de la maladie. On voit donc le pronostic, donc les facteurs pronostiques. Enfin, en ce qui concerne l'épidémiologie d'évaluation et l'épidémiologie interventionnelle, nous voyons que on peut évaluer l'efficacité d'une intervention. Là, dans la plupart du temps, nous sommes dans ce qu'on appelle des essais cliniques. Aussi, on peut faire l'évaluation des tests diagnostiques ou des tests de dépistage. Là, on parlera donc de la performance des tests, de leur pertinence, de leur performance. Donc, on les globe dans la qualité, voilà, dans la qualité intrinsèque des tests. Cette partie, on va faire une économie de ça. C'est avec les Master 2 que je vais développer cela. Parce que dans le cas de votre formation, dans tous les cas, il vous sera exceptionnel d'aborder ce chapitre. Mais comme je vous dis, je donnerai un cours supplémentaire au Master 2. Et si vous voulez aussi, pour votre culture, je pourrais vous partager ce supplément de cours. Donc, dans l'évaluation des tests, par exemple, on étudiera la sensibilité des tests, la spécificité, la capacité d'un test à trouver des faux négatifs parmi les malades. Et la sensibilité, ça veut dire la capacité d'un test à trouver réellement des personnes malades parmi les malades. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être malades et avoir des tests négatifs. Et nous avons ici un schéma qui fait la synthèse de l'essentiel de mon cours. Donc, dans les études épidémiologiques, nous voyons à travers ce schéma qu'il y a deux bras qui montrent les deux grandes études en épidémiologie. Nous avons en bleu à gauche les études observationnelles où le chercheur observe les populations, observe le problème, analyse et produit des connaissances. À droite, nous avons des études expérimentales où le chercheur intervient. Donc, à la différence des études observationnelles, ici, nous avons des études interventionnelles ou expérimentales. On peut, en ce qui concerne les études expérimentales, on peut les mener avec ou sans tirage au sort, ce que j'ai mis TAS. On peut les mener ou sans faire des tirages au sort des populations concernées par l'étude. Ensuite, les études d'observation, nous en avons aussi deux grandes familles. Nous avons des études d'observation analytique ou étiologique et des études d'observation descriptive. Dans les études étiologiques, nous avons des études de cohorte. Ce sont des études où on fait le suivi des populations dans le temps. On suit une population dans le temps pour voir si une maladie va apparaître dans cette population qu'on suit. Donc, comme le dit le mot cohorte, donc c'est un groupe de sujets, un groupe d'individus qu'on suit dans la durée. Ici, quand on fait le suivi,
c'est par rapport aussi à une exposition. Ça veut dire quoi? À titre d'exemple, on peut prendre des enfants obèses, on les suit dans la durée, on se dit, bon, on va les suivre sur 10 ans, et on voit si chez ces enfants, il y a développement d'un processus pathologique en rapport avec l'exposition qui est l'obésité. Chez des personnes fumeurs, on peut se dire, nous avons une population de fumeurs, on va les suivre dans la durée pour voir si parmi elles, il y aura des gens qui vont développer un type de cancer donné, qui peut être le cancer des poumons, cancer du poumon, ou cancer des reins, ou autre forme de cancer. Donc, on suit une population exposée à un risque. Là, nous sommes dans les études de cohorte. Et puis, une fois qu'on suit une population qui est exposée à un risque, on compare la fréquence de la maladie dans cette population avec la fréquence de cette même maladie dans une autre population qu'on appelle non exposée pour comparer, pour voir la différence, l'écart de différence des prévalences ou, disons mieux, des incidences. Ensuite, après les études de cohorte, nous avons des études cas témoins. Études différentes de celles de cohorte, parce que ici, nous n'avons pas les exposés et les non exposés, comme dans les études de cohorte, mais nous avons des gens qui sont malades et des gens qui ne sont pas malades. Donc, l'événement est déjà arrivé. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour corriger le problème, c'est-à-dire pour éviter que les gens ne soient pas malades. Ici, nous avons déjà des cas de maladies et des témoins qui ne sont pas malades. Ici, il s'agit généralement des études rétrospectives. Ici, il s'agit généralement d'études rétrospectives. Donc, nous avons des cas et des témoins. Enfin, dans le type d'études étiologiques, nous avons aussi des études transversales. C'est-à-dire que dans ces études de courte durée, on ne fait pas que la description comme des études transversales descriptives, mais on essaie de tester des hypothèses d'association. Maintenant, dans la partie des études d'observation descriptive, nous avons des études longitudinales et des études transversales. Longitudinal, c'est aussi c'est très proche des études de cohorte. On suit une population dans le temps, mais il n'y a pas des gens qui sont exposés à un risque. Donc, on ne définit pas l'exposition. On suit simplement la population pour voir le comportement d'un processus pathologique. Mais on ne dit pas qu'il y a une population qui est exposée quand on observe et l'autre non exposée. Voilà. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'étude de cohorte. Mais seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'exposition aux facteurs de risque. Le schéma semble être un peu, on va dire pour la première fois, un peu indigeste, mais dans la pratique, vous verrez qu'il n'y a pas de chassé-croisé. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la pratique. Quand on fait le choix d'une étude, on choisit une seule. Une seule étude ne peut pas avoir plusieurs natures croisées. Dans la pratique, les choses vont être plus simples. Alors, avant d'attaquer les études épidémiologiques proprement dites, donc aujourd'hui, nous allons finir un peu avec la partie théorique
pour que, à partir de demain, on commence à mettre les pieds sur le terrain. Vous avez les diapositives, vous allez essayer de parcourir. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, ça sera la partie surtout le terrain. Mais avant d'aller sur le terrain, un minimum de connaissances théoriques est utile. C'est pour cela que je fais un focus sur ce que nous entendons par les techniques d'enquête épidémiologique. On s'est dit que toute étude a pour finalité de produire de la connaissance. Donc, pour avoir la connaissance, il faut mener des études ou des enquêtes. Mais pour mener ces enquêtes, il faut des techniques. Donc, il faut Oui. Vous pouvez revenir à la diapositive précédente. Parce que je n'ai pas compris l'étude descriptive. Oui. Descriptive, hein? Oui, longitudinal et transversal. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour que je réponde oui, une fois pour toutes? Oui, professeur. Oui. Moi, Oui. mon souci, c'est les études expérimentales. Oui, très bien. Oui. Ensuite, une autre question? Oui. Oui. Oui, professeur. Il y a... L'étude transversale. Pardon? L'étude Oui, la transversale, préoccupation... appelle l'étude cas témoins. 4 mois. Bon, pour être simple, je vais réexpliquer ce schéma synthétique, ce schéma qui synthétise les études épidémiologiques. Alors, nous avons dit qu'en épidémiologie, nous avons deux grandes familles d'études. Je commence par les études expérimentales. Je vais prendre l'exemple que vous connaissez tous du professeur Raoul à Marseille. Il a fait un essai clinique associant la chloroquine à l'azithromycine et aussi la chloroquine seule pour évaluer l'efficacité du médicament sur le virus du coronavirus. Bon, on va dire ça, excusez-moi de la redondance, mais sur la maladie de la COVID-19. Lui, en faisant cette étude, il était le chercheur qui a fait l'expérimentation. Donc là, nous voyons que pour le professeur Raoul, sa posture ici, c'est une posture qui intéresse les études expérimentales, parce qu'il a mis en place un médicament, et il a cherché aussi des résultats de son produit. Donc là, nous sommes dans l'étude expérimentale. On retient que le chercheur, il agit, il expérimente, il intervient dans l'étude. Voilà. Il ne s'intéresse pas qu'à l'analyse des données. Il va donner le médicament et il va attendre que le médicament produise de l'effet qu'il va donc évaluer, documenter et donc, au final, suggérer aux autorités pour que si le médicament est positif, a des avantages, que le médicament soit mis sur le circuit pharmaceutique. Donc, pour l'étude expérimentale, je pense que ça semble être clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, professeur. Oui, professeur. S'il vous plaît, professeur, je voulais savoir TAS, ça signifie quoi?
Voilà. Je sors. TAS signifie tirage au sort. Pourquoi tirage au sort? C'est parce que une étude où on ne fait pas de la pratique, et puis une étude épidémiologique, où on ne fait pas la sélection des sujets par tirage au sort, c'est-à-dire par le moyen du hasard, sans les choisir à volonté, eh bien, cette étude a une valeur scientifique différente qu'une étude où on fait de tirage au sort. Votre question me paraît intéressante parce que le professeur Raoul a tiré sur lui des conflits, on va dire ça comme ça, hein, son étude a suscité des critiques parce qu'il n'avait pas fait dans son étude le TAS. Le tirage au sort dans son étude n'existait pas. On appelle ça, ce tirage au sort en sciences, en épidémiologie, vous verrez ce mot dans les articles, la randomisation. Donc, comme le professeur Raoul n'a pas fait du tirage au sort ou la sélection au hasard ou encore la randomisation, ça a soulevé toute une classe scientifique qui a hurlé pour dire que le professeur Raoul, malgré ses grades scientifiques, a quand même franchi le seuil de la tolérance scientifique. Il a traversé la ligne rouge qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut, dans ces grandes études, il faut des tirages au sort pour donner à l'étude la capacité de pouvoir faire des recommandations tolérées en sciences. Voilà. Donc, vous savez qu'en sciences, les études sont classées par les niveaux de preuves scientifiques. Comme en épidémiologie, il y a des niveaux de preuves scientifiques établis, des études à un niveau de preuve qu'on qualifie de présomption scientifique, et d'autres études à faible niveau de preuve scientifique. Donc, c'est pour cela que les techniques d'enquête doivent être prises avec beaucoup de sérieux. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, ça ne sert pas de les gâcher pour faire mener une étude qui ne sera pas assortie des recommandations ou des suggestions. Il faut maximiser. C'est ça l'importance de TAS dans les études expérimentales. Mais le TAS ne concerne pas que les études expérimentales, ça intéresse tous les types d'études en épidémiologie, tout en sachant que ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est le choix de chercheur. Il est donc, c'est à lui de choisir s'il veut mettre en place une étude avec TAS ou sans TAS. C'est son choix. Mais il est plus conseillé d'utiliser l'étude à sélection des sujets d'études à TAS, donc par tirage au sort. Si vous avez compris les études expérimentales, dont les exemples les plus classiques sont les essais cliniques, qu'on connaît tous, parce que l'histoire de Raoul a quand même fait de tout le monde épidémiologiste. Même Raoul lui-même, qui ne l'était pas avant, il est devenu grand épidémiologiste. On sait que donc les essais cliniques, c'est l'exemple le plus tangible des études expérimentales, mais il y en a plusieurs autres. Ensuite, on vient aux études d'observation. Nous constatons que quand on parle des études d'observation, la différence avec les études expérimentales, c'est que dans l'étude expérimentale, comme nous avons dit, le chercheur, il agit, il est dans l'action, il n'est pas que dans l'observation.
il observe et il agit pour voir si son action, si le produit qu'il a mis dans l'utilisation produit des effets. Mais dans l'observation, comme le dit le mot observation, le chercheur observe. Donc, il fait de l'observation pour voir comment le phénomène se passe. Ici, nous avons deux types d'études aussi. Descriptives, où nous avons les études descriptives longitudinales, c'est-à-dire qu'on suit dans une période de temps longitudinale, et des études transversales. Nous remarquons dans la diapo un semblant d'ambiguïté, puisque nous voyons deux transversales. Nous voyons qu'il y a des études transversales dans la famille des études descriptives et des études transversales dans la famille des études étiologiques. Dans la famille des études descriptives, transversales, ici, ne s'arrête qu'à la description. Voilà. Transversale ne s'arrête qu'à la description. Ça peut être une étude de prévalence, c'est-à-dire qui permet de montrer l'ampleur d'un problème de santé ou l'état de la santé de la population. Voilà, quand on veut étudier l'état de la santé de la population, on fait ces études transversales descriptives. Et longitudinal, c'est quand on suit une population pour voir le comportement des processus pathologiques. Maintenant, en ce qui concerne l'étude étiologique, en commençant par transversale. Ici, à la différence des études transversales descriptives, les études transversales étiologiques consistent à tester les associations. Consiste à tester les associations qui peuvent exister entre un problème de santé donné et des caractéristiques pouvant favoriser ce problème de santé. Je prends un exemple sur l'obésité chez les jeunes. Donc, s'il faut étudier, par exemple, le diabète chez les enfants en surpoids, vous voyez que dans une étude transversale, où on prend l'image du problème et des facteurs dans le même ensemble, cette coupe transversale nous montre donc l'obésité et le diabète que nous allons analyser de façon dépendante. Donc là, nous sommes dans le cas d'une étude transversale. Alors, pour améliorer cette compréhension, je vais vous montrer une diapositive que j'ai. Alors, une diapositive ici qui explique ça de façon un peu artistique. Je pense que je vais retrouver ça. Non, c'est... Je l'ai commenté ce matin. Je pense que c'est une autre diapo. Voilà, je l'ai retrouvé. Ici, vous voyez que dans le cadre d'études transversales, nous avons un photographe, un chercheur qui observe
et qui prend une photo de la situation d'un phénomène. Donc ici, ça explique un peu plus clairement. Il observe, et là, on prend la photo qui est à gauche. Nous avons M1, c'est-à-dire un malade. Nous avons E1, c'est-à-dire une exposition. Ça peut être de la fumée de cigarette ou bien de la pollution atmosphérique. Et nous avons un homme fort qui soulève un objet métallique, montrant que s'il est non malade, vous voyez donc l'image de ce monsieur qui photographie, il prend la photo et il a l'image qui est à gauche. Donc, ça veut dire que dans l'étude transversale analytique, nous considérons tout un ensemble d'éléments dans notre image. Et nous pouvons voir à travers une analyse relationnelle ou une étude analytique si la maladie est associée à l'exposition. Mais seulement, on ne saura pas, à la différence des autres types d'études, on ne saura pas qui de la maladie et de l'exposition a précédé l'autre. Donc, qui de la poule et de l'œuf a précédé l'autre. Dans l'étude transversale, on ne saura pas dire, même si on peut penser, mais on ne pourra pas confirmer cela. Vous avez vu que dans cet ensemble qui est à gauche, qu'on appelle par population d'origine, on a tiré un sous-ensemble, donc une petite échantillon de ce grand ensemble de population d'origine, et bien, pour avoir la population à étudier. Puisqu'on part de l'hypothèse qu'on ne peut pas mener une étude auprès d'une très grande population. Maintenant, quand on revient sur... Donc là, vous avez compris, l'étude transversale analytique. Donc, on fait une coupe transversale et on teste des hypothèses d'association entre la maladie et l'exposition. Alors que dans la transversale descriptive, on ne fait que la description. Comme nous avons dit tout à l'heure, on peut dire qu'il y a plus d'hypertendus chez des personnes de plus de 65 ans que chez les jeunes. Donc, on fait que de la simple description. Maintenant, étude cas témoin. Comme le dit le nom, nous avons deux populations. Une population des malades et une population des personnes non malades. On étudie pour voir pourquoi les cas où les malades sont tombés malades et pourquoi les témoins, c'est-à-dire les non malades, ne sont pas tombés malades. C'est ça en fait l'essentiel de la réflexion ici quand on parle d'études cas témoins. On veut chercher les facteurs de risque, voilà, de la maladie, c'est-à-dire qu'est-ce qui a généré la maladie au sein d'une population donnée afin de mettre en œuvre des mesures de prévention. Maintenant, dans les études cas témoins, on va retenir que souvent c'est des études historiques ou rétrospectives. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez voir le registre des cancers dans les CHU, on peut repartir en arrière pour comprendre au sein des populations étudiées qu'on a donc reçues à l'hôpital, lesquelles, par rapport à la maladie développée, ont été exposées à des facteurs de risque. Donc, si vous allez dans les registres de cancer, on va dire qu'ici, au Congo-Brazzaville, par exemple, les registres de cancer sont maintenant bien documentés. Mais il y a des dizaines d'années auparavant, ces registres étaient limités qu'à des informations très descriptives qui ne permettaient pas
d'identifier ou de suspecter des facteurs pouvant produire des processus cancérigènes. Or, maintenant, on peut se dire que si on voit une femme qui a un cancer du col de l'utérus, dans les registres de cancer, on peut voir dans ces dossiers, même dans les dossiers, le comportement de la femme. Donc, il y a tout, voilà, on essaie un peu de documenter dans ce sens-là. Et dans les pays avancés, comme la Suède, dans leur registre, c'est tellement documenté qu'ils ont développé de l'épidémiologie prédictive qui permet qu'à partir d'un certain nombre de facteurs, prédire par des modélisations que la population A pourra développer tel type de maladie. Et à partir de ce moment, on met en place des mesures de prévention et aussi de précaution. Donc, vous voyez que c'est important de voir ça comme ça, surtout en santé publique. Parce que vous savez qu'au XXIe siècle, certes, à l'ISPED à Bordeaux, on parle déjà, par exemple, j'ouvre la parenthèse, de la médecine de demain, donc de la santé publique de demain. Alors, ça veut dire que c'est une santé publique qu'on qualifie de 5 P. Donc, prédictif, préventif, promotionnel, participative et politique. Donc, ça, c'est très important de voir les facteurs de risque sous l'angle global. C'est très intéressant. Donc, ici, dans l'étude de cas témoins, on veut savoir qu'est-ce qui a provoqué la maladie chez les cas. Pourquoi les témoins sont restés indemnes. Donc, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de cas, il faut éviter les expositions. Voilà. Il faut éviter les facteurs de risque. Voilà. Ici, on parle de facteurs de risque. Donc, nous avons des cas et des témoins. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, c'est clair, professeur. Mais j'avais une autre préoccupation. Au-delà de ce que vous avez présenté, au niveau des articles, on voit souvent au niveau de la méthodologie d'autres articles écrire, par exemple, les méta-analyses ou encore les revues documentaires. J'allais comprendre, il s'agit de quel type d'études? D'accord. Vous avez vu que votre collègue parle des types d'études du genre méta-analyse ou revue documentaire. Alors, la revue documentaire n'est pas une étude quantitative, n'est pas une étude épidémiologique. Il s'agit là de faire une technique de recherche littéraire qui peut être une technique qu'on appelle la revue systématique de la littérature pour arriver à trouver des informations ou des connaissances soutenant une hypothèse de recherche donnée. Donc, la revue documentaire permet d'enrichir la connaissance sur un problème auquel on veut apporter des réponses. Là, on va consulter les bases de données bibliographiques, n'est-ce pas? On peut aller sur PubMed, on peut aller sur Science, on peut aller sur BDSP. Donc, il y a beaucoup de bases de données de santé publique et d'épidémiologie qui existent, comme pour d'autres sciences. Alors, la revue documentaire permettra à ce moment de densifier les connaissances sur un problème qu'on veut clarifier, trouver des réponses à un problème qu'on veut clarifier. Maintenant, la méta-analyse, qui est aussi une des techniques de recherche littéraire, comme la revue documentaire que vous avez dit. La méta-analyse aussi est une technique de recherche littéraire, comme la revue systématique, comme la revue documentaire. Mais seulement à la différence que dans la méta-analyse, on fait la statistique
Voilà, la statistique des informations obtenues. C'est-à-dire, si on mène, par exemple, on fait une méta-analyse sur le cancer du poumon, on va dire que nous avons sur 4000 articles que nous avons consultés allant de 2014 à 2020, 400 confirment qu'il y a un fort rapport entre fumer 2 paquets de cigarettes par jour et développer le cancer du poumon. Voilà. Donc, c'est une technique de recherche littéraire qui ressort les statistiques. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, merci professeur. Voilà, ça c'est la méta-analyse, donc c'est la recherche documentaire. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, ce n'est pas une étude, on va dire, où on va sur le terrain pour poser des questions aux malades et avoir de l'information. Non. Voilà, la méta-analyse ne va pas auprès des malades pour poser la question, mais docteur Abraham, ou bien, voilà, on ne viendra pas dire, docteur Abraham, est-ce que, voilà, poser des questions chez des populations, ça ne rentre pas dans le cadre des méta-analyses qui sont une technique de recherche littéraire. Donc, on ne viendra pas voir docteur Abraham, ni docteur Bienga, voilà, ou Mukendi, on ne viendra pas vous poser des questions. Les méta-analyses s'arrêtent à la littérature et faire des statistiques des informations obtenues voilà, et du nombre de revues consultées. Maintenant, l'importance des méta-analyses, c'est que les résultats des études de méta-analyse, c'est-à-dire que les informations qui ressortent des méta-analyses sont très pertinentes parce qu'on fait des études approfondies pour consulter une densité d'ouvrages, d'articles. Donc, c'est important. On peut bien évaluer cela. Donc, ce sont des études qui, dans la plupart du temps, sont classées dans la catégorie des études de niveau A, c'est-à-dire des niveaux de preuves scientifiques établies. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous ne les voyez pas parmi les types d'enquêtes épidémiologiques, parce que c'est des études où on ne va pas sur la population. On va dans les livres et les articles, parce que c'est de la documentation. Donc, si vous avez compris l'étude longitudinale, transversale et cas témoins, on peut terminer par les études de cohorte. Cohorte, comme le mot le dit, on suit un groupe de population, une cohorte de sujets, dans le temps, pour voir comment se comporte le processus pathologique. Pour être simple, on va prendre les enfants de l'école primaire, qu'on suit sur 10, 15, 20 ans, pour voir s'ils vont développer un type de maladie donnée. Voilà, ça c'est une cohorte d'enfants qu'on suit, on suit leur état de santé, et puis on verra lesquels seront malades, lesquels seront non malades, voilà. Et pourquoi les uns sont malades et les autres ne sont pas malades par rapport à l'exposition. Je prends un exemple plus palpable. Vous avez des gens qui habitent près d'une antenne téléphonique. Voilà, vous avez des gens qui habitent autour d'une antenne téléphonique, donc dans un quartier où il y a une antenne téléphonique. Et aussi des gens qui habitent à 25 km de cette même antenne téléphonique. Et vous observez les deux groupes de population dans le temps.
en observant dans le temps, on s'en aperçoit, ou on peut s'en apercevoir au bout de 5, 10, 15, 20 ans, que dans le groupe de gens qui vivent autour d'une antenne téléphonique, il y a développement, par exemple, d'un type de cancer donné. À ce moment, on va dire qu'en suivant la cohorte des personnes exposées à l'antenne téléphonique, eh bien, on va voir s'il y a des maladies qui apparaissent dans ce groupe et on compare avec l'autre groupe qui n'est pas exposé. Là, nous sommes dans le cas de figure d'étude de cohorte. Est-ce que ça semble être clair pour tout le monde? Limpide. Oui, professeur. Très bien. Excusez, professeur. Oui. Non, je voulais juste revenir sur les 5 P dont vous avez parlé dans les cas témoins. Les 5 P. Oui, c'est-à-dire les 5 P, ça c'est pour votre culture, c'est pour notre culture, c'est pas dans le cadre de l'étude, hein, on ne posera jamais la question sur les 5 P. Donc là, je parlais... Pardon? Non, je croyais que ça faisait vraiment partie des cas témoins. Non. Non. Ça, j'étais en train de donner la valeur des facteurs de risque. Quand que les études cas témoins mettent en évidence que dans d'autres pays, les facteurs de risque sont tellement pris en compte dans la recherche à protéger les populations qu'on développe ce qu'on appelle par la santé publique de demain ou la médecine de demain. Hein, donc la médecine où on fait des examens poussés avant même des processus pathologiques, des études, des examens tellement poussés dans le but de prédire la maladie, de prédire la probabilité de survenance de la maladie. On va dire par exemple qu'en étudiant les gènes d'une population et l'environnement d'une population, on peut penser que la combinaison de ces facteurs environnementaux, biologiques et modes de vie peuvent engendrer un type de maladie. Voilà, donc quand on fait des études comme ça dans d'autres pays, on peut prédire, on peut dire, bon, cette combinaison va augmenter le risque de tomber malade parfois par exemple de 10 fois. Donc, une fois qu'on a le pouvoir prédicteur, on peut donc faire de la prévention ciblée, donc la prévention ciblée. Donc, le deuxième P, c'est la prévention. Mais une prévention, pour qu'elle soit efficace, il faut combiner cette prévention à la participation. Hein. Il faut qu'elle soit participative. Donc aussi, il faut de la promotion pour que la prévention soit participative. Donc le 4e P, et puis le 5e P, c'est la politique. Donc la dimension politique est toujours importante dans les décisions de santé publique. Voilà, donc c'était juste un développement de ces mots pour voir comment on peut aussi, comment dans d'autres pays, on utilise l'épidémiologie pour protéger les populations. D'accord. Merci, professeur. Je vous en prie. Est-ce que la diapo est visible? Non, professeur. Non, professeur. La diapo n'est pas visible, hein? C'est fini. Oui, parce que je pense que... Allô, professeur? Oui, oui. Oui, moi aussi, j'ai toujours parfois entendu parler, c'est Emmanuel. Oui. J'ai toujours entendu parler parfois certains de nos aînés qui parlent là c'est souvent dans le cadre des mémoires, des spécialisations ou des thèses, ils parlent parfois de thèses ou de mémoires cliniques et d'autres santé publique. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a une différence? Il dit que ce travail-là, c'est un travail clinique et l'autre a fait un travail santé publique. Je voulais savoir un peu s'il y a une différence par rapport à ça ou peut-être que nous allons comprendre ça plus tard. Bon, c'est difficile de répondre à cette question sans voir le document, sans voir le mémoire lui-même.
Mais ce qui est important, c'est une fois que le mémoire est analysé, on pourra bien évidemment comprendre le contenu de chaque mémoire pour bien évidemment savoir de quoi il est question. Parce qu'on peut faire un travail de santé publique, mais dans un service clinique, n'est-ce pas? On peut faire un travail de santé publique dans un service clinique. Ça, c'est pas antinomique, c'est pas intuitif. Maintenant, si par exemple dans l'étude clinique en question, on a fait des séries de cas, par exemple, ou bien, voilà, on a fait des séries de cas, ou bien on a fait une recherche, un essai clinique, ou on a fait sur des cas d'individus, à ce moment, on va dire que c'est un travail clinique. Maintenant, à la différence des études publiques, je pense que la différence qui peut ressortir couramment par culture des gens ou par ce que les gens entendent, le travail, la santé publique, souvent les gens font allusion à une enquête populationnelle par excès de langage. Voilà. On pense que ça se résume qu'à une enquête populationnelle, extra-hospitalière, et que toute étude réalisée entre les murs des services cliniques, on appellerait ça étude clinique. Donc, souvent, c'est des excès de langage, parce que nous savons que la santé publique regorge aussi, bien évidemment, des aspects hospitaliers. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit au début, ça ne me paraît pas évident de faire la distinction sans voir le document, mais ce que je sais, c'est que par abus de langage, on fait la séparation de ces dimensions de travail. On pense que quand on fait une étude hospitalière, c'est clinique, et quand c'est dans la population, dans les quartiers, comme la vaccination, comme le dépistage, que là, c'est santé publique. Donc, prochainement, quand vous serez en face de ces études, je vous conseillerais de rentrer en profondeur pour voir. Mais dans tous les cas, à l'issue de ce cours, vous serez apte à juger de la qualité des études, à juger de la qualité des articles scientifiques. C'est même ça, un des buts de ce cours, être en mesure d'évaluer la qualité d'un article scientifique. Déjà, quand vous allez voir les types d'études, c'est déjà énorme pour évaluer un article scientifique. Vous allez lire les études, vous allez voir le contenu, vous allez voir la méthodologie, voir les types d'études, si c'est cohérent à l'objectif, si c'est cohérent au titre, si c'est cohérent à la conclusion. Rien que le type d'étude est capable de nous aider à cela, pour voir la cohérence de l'étude. Alors là, je vois que la diapositive est revenue, donc la connexion est améliorée. Est-ce que vous avez compris l'essentiel de l'explication de cette diapositive? Oui, professeur. Oui, professeur. Parfait. Donc, je vais devoir aller droit dans les différents types d'études, c'est-à-dire voir les mesures. Quand on parle d'études transversales, quel est l'élément important à calculer dans cette étude? Quand on parle des études cas témoins, qu'est-ce qu'il faut calculer dans l'étude cas témoins? Quand on parle d'études de cohorte, qu'est-ce qu'il faut mesurer ou calculer dans l'étude de cohorte? Ça, ce sont des éléments fondamentaux à maîtriser. Mais comme vous avez fait le logiciel R, je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde, c'est un logiciel statistique, donc un logiciel d'épidémiologie, qu'on peut aussi utiliser pour les cartographies, qui permet de faire aisément les analyses statistiques. Ce logiciel est tellement performant
qu'aujourd'hui, toutes les universités, toutes les grandes universités l'utilisent, le logiciel R. Donc, à partir de ces logiciels, on fera ces tests, vous ferez ces tests le plus simplement possible. Ceci dit, je vais aller directement dans les tests. Donc, je fais l'économie de ces parties théoriques parce que nous allons faire la pratique au prochain cours. Et donc, je souhaiterais qu'on définisse au moins les concepts essentiels avant la pratique. Là, je suis dans l'étude descriptive. Donc, ici, nous avons dit que, plutôt nous disons, parce que je n'avais pas dit ça avant, peut-être avec les Master 2, ici, dans l'étude descriptive, nous avons deux paramètres essentiels, selon que l'étude soit transversale ou longitudinale. Nous avons deux mesures. On appelle ça des mesures de risque. Prévalence, incidence. Donc, c'est des expressions très couramment rencontrées en épidémiologie. Donc, la prévalence correspond à l'ensemble des cas existants, à l'ensemble des cas de maladies existants dans une population à un moment donné. C'est la mesure de risque qu'on estime dans les études transversales. Voilà, dans les études transversales, que ce soit descriptives ou analytiques. On étudie la prévalence. Seulement dans les études transversales analytiques, on va au-delà de la prévalence. Donc, quand nous sommes en face d'une étude de prévalence, on cherche, une étude transversale, pardon, on cherche la prévalence. Et si l'étude transversale a deux populations différentes, on va calculer la prévalence de la maladie dans deux populations et calculer ce qu'on entend par rapport de prévalence. C'est ce que je qualifie par RP et son IC à 95%. Pour ça, on va voir ça dans la pratique. En théorie, ça semble être nouveau, embêtant, c'est embrouillant, mais dans la pratique, vous allez voir que c'est très simple à calculer et à discuter. Mais en théorie, la prévalence permet d'évaluer l'ampleur d'un phénomène de santé et le rapport de prévalence permet, donc c'est une division, on met au numérateur la prévalence dans une population des gens, par exemple, malades, et au dénominateur la prévalence du problème chez la population, par exemple, qui est différente, et puis on calcule, on trouve ce ratio qu'on appelle le rapport de prévalence. Et on va dire que la maladie est 2 fois ou 3 fois selon le nombre qu'on obtient à travers ce ratio. Voilà, on va dire que le nombre, que la maladie est X fois plus élevée chez les obèses que chez les non-obèses. Voilà. Donc, si vous étudiez le diabète chez les obèses, et donc on étudie la prévalence du diabète dans une population donnée, si chez les obèses, la prévalence du diabète, c'est X, et chez les non-obèses, la prévalence, c'est X moins 10, on fait le ratio X sur X moins 10, par exemple. Donc, on appelle ça le rapport de prévalence. Si le chiffre est 2, on va dire que le diabète est 2 fois plus élevé chez les obèses dans notre étude. Donc, ça veut dire que les obèses ont 2 fois plus de malchance de développer le diabète. Donc, c'est simple comme ça. Maintenant,
la deuxième mesure dans les études descriptives, notamment dans l'étude longitudinale, c'est l'incidence. L'incidence. Vous voyez, par exemple, avec le coronavirus, on va dire, nous avons X nombre de nouveaux cas. Nous avons, voilà, donc ça, ce sont des incidences. Pas la prévalence, dans la surveillance, c'est l'incidence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'avais une question. Oui, professeur. Parfait. Allô, professeur? Oui. Allô, professeur? Oui. Vous pouvez revenir à la diapo de deux mesures, la prévalence et l'incidence. Oui. Savoir, les IC, c'est l'intervalle de confiance. Très bien. C'est un intervalle de confiance à 95%. C'est-à-dire que la mesure obtenue appartient à l'intervalle de confiance à 95%. Je prends par exemple un exemple qui va sembler banal. Je vous pose la question. En RDC, la prévalence du VIH, c'est combien? Est-ce que quelqu'un a une réponse? La prévalence du VIH-Sida en RDC, c'est de combien? Environ 10%, professeur. Environ 10%, hein? Oui. Vous voyez que vous avez répondu, on va dire, scientifiquement. Vous avez répondu un peu scientifiquement, mais pas du tout scientifiquement, parce que ce n'est pas votre faute. Chez les épidémiologistes, ou encore après ce cours, quand vous allez prendre 10%, vous allez calculer son intervalle de confiance de P, parce que 10%, c'est la prévalence du VIH en RDC. Mais ça, c'était un chiffre qui va servir pour la planification, pour dire que dans 10 ans ou dans 5 ou 15 ans, on va réduire les 10% à 5% ou à 4%. Mais en épidémiologie, on va dire que moi, pour donner la valeur réelle de la prévalence du VIH, il me faut que je trouve l'intervalle de confiance. Donc, vous allez calculer l'intervalle de confiance dans une formule que vous allez voir ici. Ah, excusez-moi, je ne veux pas brouiller les pistes. Je préfère aller doucement alors. Donc, vous allez calculer l'intervalle de confiance de votre prévalence, qui est 10%. Si l'intervalle de confiance va de 6% à 24%, on va dire à monsieur le ministre de la Santé, attention, les 10% que vous dites, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, vous avez eu raison de dire environ. Donc, au ministre, vous allez dire, monsieur le ministre, nous sommes désolés de vous dire que le chiffre qu'on vous donne est faux. Parce que l'intervalle de confiance de la prévalence nous montre que la prévalence varie entre 6% et 24%. Ça veut autrement dire, monsieur le ministre, que cette prévalence peut être à 24%. Donc, 10% n'est qu'une valeur estimative pour la planification, mais ce n'est pas la valeur exacte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas tellement, professeur. Pardon? Pas tellement. Pas tellement, hein? Donc, et tout ce qui est dans la parenthèse là.
Donc là, je suis en train d'expliquer l'intervalle de confiance. Et je disais ceci. Si en RDC, vous dites que la prévalence du VIH, c'est environ 10%, en épidémiologie, on va calculer son IC à 95%, c'est-à-dire son intervalle de confiance. L'intervalle de confiance signifie un intervalle mathématique dans lequel la mesure estimée varie. Par exemple, avant de revenir sur la RDC, si le rapport de prévalence, c'est 4, qui est un chiffre, et son intervalle de confiance varie, par exemple, de 1 à 10, on va dire que la valeur du rapport de prévalence, qui est 4, est réellement une valeur qui varie entre les chiffres de l'intervalle de confiance. Est-ce que ça semble être plus clair jusque-là? Oui, professeur. Maintenant, pour revenir à la RDC, sur la définition de l'intervalle de confiance, si la prévalence du VIH, c'est 10, on va calculer aussi l'intervalle de confiance de cette prévalence. Maintenant, au cas où on trouverait un intervalle de confiance, je donne un exemple, je donne juste un exemple des valeurs. Si l'intervalle de confiance va de 4 à 20 ou à 24, de 4 à 24, on va dire que la prévalence du VIH au Congo, en RDC varie entre 4 et 24%. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne en épidémiologie. On va dire que c'est 10, mais en réalité, elle varie de 4 à 24%. Donc, vous expliquez techniquement au ministre de la Santé comme ça. Alors, il va maintenant prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Parce que 10, c'est un chiffre fixe. Alors qu'en épidémiologie, la prévalence est fixe et en même temps, elle varie dans un intervalle qu'on appelle intervalle de confiance à 95%. Est-ce que c'est clair jusque-là? Allô? Oui, professeur. Oui, professeur. Bon. On va continuer. On va essayer de rendre ça tangible demain. Ça sera plus clair. Je vais donc devoir mettre les pieds dans la manière de calculer la prévalence et continuer. Donc, vous voyez que la prévalence est un rapport où nous avons le nombre de malades sur l'effectif total. Ça, c'est la prévalence. C'est un rapport. Dans l'étude transversale, on a dit qu'il n'y a pas de suivi dans le temps. Échantillon par tirage au sort ou pas. On n'est pas obligé de faire un tirage au sort. Hein? On n'est pas obligé de faire un tirage au sort, mais le souhait, c'est de faire un tirage au sort. Pour vos études, je pense que le mieux sera de faire soit un tirage au sort, soit de prendre la population entière dans son exhaustivité. Si ce n'est pas fait, alors ça peut poser des problèmes de valeur scientifique. Ici, je présente cette diapo qui décrit une étude de prévalence de l'onchocercose que j'ai menée à Brazzaville avec mes étudiants, que nous avons publié dans une revue camerounaise.
Donc, cette étude présente la prévalence de l'onchocercose. Je vous donnerai, pour ceux qui voudront, l'article pour leur culture. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant la prévalence, parce qu'on sait comment on la calcule, c'est juste un rapport, mais c'est dans la suite pour voir comment on trouve la population étudiée, c'est-à-dire le nombre de personnes à inclure dans l'étude. C'est ça qui me paraît plus intéressant par rapport à cet article. Donc, vous avez vu que la troisième colonne à gauche, c'est les gens qui ont des microfilaires, et un peu à droite, c'est des gens qui n'en possèdent pas, et nous avons calculé la prévalence voilà, de l'onchocercose dans une région endémique du Congo-Brazzaville. Donc, je reviendrai sur cet article dans le calcul de l'échantillonnage. C'est très important, l'échantillonnage en épidémiologie. Maintenant, l'incidence. J'ai l'impression que notre chrono va vite. Monsieur Josier, notre chrono va plus vite que le rythme souhaité du cours. Bon, on évolue, je crois, dans 25 minutes. Bon, ça me permettra de finir la partie théorique, même si nous avons... Et puis, comme ça, demain, on va commencer à faire une petite révision et faire des calculs élémentaires. Quelqu'un qui parle là? Pardon? Non, prof, c'est comme si on avait décidé d'arrêter à 17h30. C'est ce qu'on se demande. Bon. Non. Vous voulez qu'on arrête maintenant? Non. Bon, on peut continuer, mais le programme était pour 17h30. D'accord. Oui, le programme était à 17h30, mais le prof a commencé un peu en retard. Donc, vous vous êtes connecté. Bon, il a commencé les cours à 16h40, quelque chose comme ça. Bon, patientons un peu que j'avance pour que demain on avance, parce que vous avez vu que les diapos que nous avons sont énormes, hein, une centaine de diapos, même si l'état d'esprit, hein, même si l'idée c'est de ne pas faire apprendre beaucoup de choses en détail et de développer l'autonomie, mais un minimum de données théoriques est un peu incontournable. Donc, au moins connaître les types d'études, connaître les mesures, c'est important. Donc, on finit et puis on passe à autre chose. Donc, ici, nous avons parlé de la prévalence. Maintenant, je vais détailler de manière résumée ce qu'on entend par l'incidence. Nous avons dit que l'incidence était le nombre de nouveaux cas. Comme dans le coronavirus, tous les jours, on nous parle de l'incidence. Ce qui est important ici, c'est de faire la différence entre l'incidence cumulée et la densité d'incidence. Donc, la formule de l'incidence cumulée met au numérateur les nouveaux cas pendant une période donnée. Et le dénominateur étant plus large, c'est donc la population totale à risque pendant cette même période. Il y a un de vos collègues de M2 qui m'a posé la question pour savoir, mais pourquoi pas la population générale au dénominateur? Donc, je lui ai dit que ça dépend des cas de figure. Par exemple, pour le coronavirus, si vous étudiez l'incidence cumulée, la population au dénominateur. Le dénominateur aura comme population la population générale parce que cette population est aussi à risque puisque le virus circule
et ne met personne à l'abri. Donc, tout le monde est à risque pour le coronavirus. Maintenant, la densité d'incidence que nous définissons comme la vitesse avec laquelle la maladie se propage dans une population, dans une période donnée, est un indicateur aussi important. Connaissant la prévalence, l'incidence et la densité d'incidence, je veux faire l'économie du temps pour aller dans les études de cohorte et 4 mois. Donc, nous allons on va serrer un peu la ceinture parce qu'on commence à rentrer dans l'os. On va voir pour le moment les études de cohorte et de 4 mois. Et demain, avant de faire quelques exercices, on va faire l'échantillonnage, c'est-à-dire comment faire la sélection des individus, et puis faire quelques manipulations. On va discuter un peu des données des études qui peuvent être... on va choisir un type d'étude déjà demain pour aussi un peu de rendre tangible notre cours théorique. Donc, je vais commencer par l'étude de cohorte. Voilà. J'ai déjà expliqué la partie théorique que vous allez revoir dans les diapos. Ce tableau de contingence qui permet de comprendre comment se calculent les mesures dans une étude analytique est un tableau qui détaille les personnes qui sont malades, les non malades, des personnes qui sont exposées et celles qui ne le sont pas. Donc, c'est un tableau croisé qui permet de trouver des mesures d'association. Demain, on va peut-être faire un petit bref rappel avant de passer au calcul pour que ça ne nous pose pas trop de soucis. Nous avons dit que dans l'étude de cohorte, ce sont des études où on suit les populations dans le temps. Donc, on voit l'apparition de la maladie. Mais quand on voit l'apparition de la maladie, ça veut dire que si un malade, chez une population, on découvre un malade aujourd'hui, un malade demain, un malade après-demain, on voit que ces malades sont de nouveaux cas dans une étude de cohorte, parce qu'on suit dans le temps pour voir l'apparition de la maladie. Donc, puisqu'il y a de nouveaux cas, on peut parler de l'incidence. Donc, l'incidence, comme on peut le constater, intéresse à la fois les études descriptives longitudinales ou les études de cohorte. Ensuite, ce qui est important de noter dans l'étude de cohorte, c'est surtout le RR, qui est la mesure de risque essentielle dans les études de cohorte. C'est le risque relatif et son intervalle de confiance à 95%. L'essentiel aussi ici, c'est de se dire que vous n'allez pas calculer manuellement ces estimations. C'est pas ce qu'on vous demandera. Vous n'allez pas vous mettre à calculer ça parce que les formules sont, vous allez les découvrir, mais sont vastes et longues. L'idée, c'est que vous compreniez simplement les processus et que vous soyez en mesure de les expliquer. Donc, dans une étude de cohorte, les mesures de risque sont le risque relatif avec son intervalle de confiance à 95% et l'incidence cumulée si elle est disponible.
Donc, l'idée ici, c'est d'interpréter, une fois trouvé, c'est d'interpréter le risque relatif. Vous allez voir que c'est très intéressant. Je vais terminer dans très peu de temps. Donc, on fait le risque relatif. Ici, c'est quoi? C'est un rapport entre l'incidence chez les exposés sur l'incidence chez les non-exposés. Comme tout à l'heure, nous avons parlé de rapport de prévalence. Dans les études de cohorte, le risque relatif, c'est un peu l'équivalent du rapport de prévalence parce que nous avons l'incidence chez les exposés divisée par l'incidence chez les non-exposés. Et l'intervalle de confiance, c'est ce que vous voyez ici, IC. Bon, la formule, vous n'allez pas la retenir, mais vous l'aurez toujours sur votre tableau de bord. Mais ce qui est important ici, c'est de connaître comment on interprète un intervalle de confiance. C'est ça qui est important, l'interprétation de l'intervalle de confiance. Nous allons faire ça, on va dire demain. Demain, on va faire la manipulation pour voir comment on interprète tout ça. Ça sera plus intéressant. Et je note un élément très important, c'est les conditions d'application de ces mesures. Avant de faire ces mesures, il faut s'assurer que NP, c'est-à-dire la prévalence et la taille de l'échantillon, la prévalence multipliée par la taille de l'échantillon est un nombre supérieur ou égal à 5. NP doit être supérieur ou égal à 5. N multiplié par 1 moins P, c'est-à-dire en probabilité, on appelle ça Q, mais en tout cas, n'ayez pas peur pour ça, c'est des chiffres que nous allons interpréter. La condition d'application des tests ou des mesures de risque en épidémiologie, c'est que NP ou N facteur de 1 moins P soit supérieur ou égal à 5. Ça paraît lourd, mais vous allez voir dans la pratique que c'est aisé. Ici, on fait l'économie, mais je veux montrer comment on interprète le risque relatif. Voilà, le tableau incontournable, très intéressant pour le risque relatif. On va finir ici pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi ce tableau? Il veut simplement dire que dans une étude de cohorte, si le risque relatif égale 1, c'est-à-dire que l'incidence chez les exposés divisée par l'incidence chez les non-exposés dans les deux populations, si le rapport égale 1, on va conclure qu'il n'existe pas d'association entre la maladie et le facteur étudié. Il n'existe pas d'association. Maintenant, le deuxième cas, si le risque relatif est supérieur à 1, on va penser qu'il y a une relation entre le facteur étudié, qui peut être l'âge, et le problème de santé étudié, qui peut être, par exemple, l'hypertension artérielle. Si c'est 2, par exemple, on va dire qu'il y a 2 fois plus de risque de développer la hypertension artérielle lorsque on est, par exemple, âgé. Mais ça ne suffit pas. C'est déjà une hypothèse. On va maintenant voir si l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1 ou pas. Si 1 est un chiffre qui appartient à l'intervalle de confiance, alors on va dire qu'il n'y a pas de relation. Mais si l'intervalle de confiance exclut le chiffre 1, on va dire que le facteur étudié qui est en relation avec la maladie est donc un facteur de risque.
significatif. Voilà, donc c'est très important. Quand vous connaissez l'interprétation du risque relatif quand c'est égal à 1 ou quand c'est supérieur à 1, c'est déjà très important. Puisque nous savons que quand le risque relatif est inférieur à 1, ça veut dire que le facteur de risque est qu'il n'y a pas d'association. Donc, le risque relatif, plutôt le facteur étudié, protège contre la maladie. Voilà. Donc, c'est simplement ça que je peux dire sur l'interprétation du risque relatif, que vous allez, en tout cas en épidémiologie, à travers nos petits exercices, vous accoutumer, vous allez vous habituer à cela et ça va devenir comme voilà, des éléments très élémentaires. Tous les articles scientifiques en épidémiologie parlent de risque relatif ou de rapport de cote dans les études cas témoins. Et l'interprétation, c'est pareil, c'est-à-dire par le comportement de la mesure du risque en fonction de 1 et de l'intervalle de confiance. Donc, le point commun entre l'étude analytique sur l'interprétation des mesures de risque, c'est ça. Donc, corps et cas témoins, le risque relatif, donc corps, et le odds ratio ou rapport de cote dans l'étude cas témoins s'interprètent de la même façon. Donc, sur ce, je pense que nous avons fait l'essentiel pour aujourd'hui. Et demain, après un bref aperçu théorique de 30 minutes, on pourra mettre à contribution les autres 1h30 restantes pour comprendre les risques relatifs et comprendre les prévalences et tout ce qui me paraît utile pour vous en épidémiologie. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez des questions à clarifier ou encore les prendre en compte pour demain. Est-ce qu'il y a une préoccupation à exprimer? Je remarque qu'il n'y a pas de préoccupation, professeur. Et peut-être demain, parce qu'en lisant les cours, peut-être on peut découvrir d'autres coquilles. Peut-être demain, on pourrait poser d'autres préoccupations. Merci beaucoup, professeur. Très bien. Merci de votre attention et je vous dis à demain. Merci. Au revoir, professeur. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. L'homme du Pouillou, toi les derniers, l'homme du Pouillou.